Attention le Boche! Va dire bonjour aux pâquerettes de ma part! Pa, pa! Kalachnikov! Pa, 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 pa! Je suis un poilu! Pan, toi t'es mort! Cadeau de 75! Blow! J'ai rien senti! Pan! Pan toi-même! Pan! T'es mort! Pan, t'es mort! Non, je suis pas mort! Et moi aussi j'ai joué à la guerre étant gamin. J'allais avec mes copains Pascal et Omar dans la côte de Belleville, au Fort Saint-Michel. Ma mère ne le savait pas. Elle m'aurait engueulé car c'était un endroit interdit. Beaucoup des stigmates de la guerre 14-18 y demeuraient. Je suis né, j'ai grandi à Verdun, je jouais sur les anciens champs de bataille. Mais je ne faisais pas bien le lien avec cette guerre qui nous paraissait si loin. Pourtant, un de mes grands-pères a combattu ici, l'autre un peu plus au nord. Ils en sont sortis vivants, mais ensuite, aucun d'eux, comme la plupart des autres poilus, n'ont plus parlé de la guerre. Une des seules fois où mon grand-père maternel Maurice m'a raconté Verdun, c'est quand il a offert son insigne d'artilleur, l'année de mes 15 ans. Son meilleur ami était tombé à côté de lui, fauché par une bille de shrapnel. Il a laissé mon grand-père seul survivant du 61e régiment d'artillerie. Devant Verdun en 1916, la bataille a duré 300 jours, 300 nuits, et a fait 300 000 morts. Je suis revenu à Verdun il y a à peu près 10 ans pour montrer les lieux à des amis. C'est l'hiver, la campagne est sous le givre, il y a du vent. Les grands hêtres grincent et j'ai l'impression qu'ils gémissent comme les blessés dans la nuit que décrit Maurice Genevoix. Et tout d'un coup, je réalise que mes terrains de jeu d'enfant étaient les champs de douleur de mes grands-pères. Depuis, je vais souvent sur les lieux et je cherche à sentir et à comprendre. C'est peut-être une sorte de pèlerinage, mais c'est un travail de mémoire solitaire en tout cas. Je m'enfonce dans les forêts où seuls les forestiers vont. J'attends le lever du soleil sur la crête des éparges. L'été, c'est presque bucolique. Les entonnoirs, la guerre des mines nous rappellent la violence inouïe des combats qui ont eu lieu là. Des milliers de morts pour des progressions de quelques mètres. L'enfer. Le paysage est modelé par la guerre. Bosselé, broyé, labouré par des millions et des millions d'obus. On dit qu'à certains endroits, il est tombé 4 tonnes d'obus au mètre carré. La terre est laminée à blanc. Et on a peine à imaginer tout ce qu'on ne voit pas. Le froid ou la chaleur, la boue, la vermine, les bruits des explosions, les projections, la fumée, la vision d'horreur d'un copain déchiqueté. Je me souviens que mon grand-père Maurice m'avait dit que le meilleur endroit pour se protéger, ce n'était pas les tranchées, mais le trou du dernier obus tombé, car les obus ne tombent pas 2 fois de suite au même endroit. Dans ces paysages de l'enfer, les quelques arbres encore debout sont les derniers témoins de la guerre. Il y a des arbres éclopés dont on voit encore les blessures à vif. Les blessures des chênes qui saignent en bleu, par réaction chimique entre l'acier des projectiles et le tanin du bois. On voit des arbres observatoires avec leurs clameaux. Et puis à certains endroits des chandelles. Les chandelles, ce sont des arbres qui ont été décapités. Ils n'ont jamais repoussé, ils sont morts. Quand on est sur place devant ces paysages, on se demande comment tous ces hommes ne sont pas devenus fous. La guerre est encore là 90 ans plus tard. Je suis descendu parfois dans des sapes allemandes où les hommes s'enterraient comme des taupes, un peu comme une caverne. J'ai trouvé aussi des pelles, une brouette, une pioche comme si quelqu'un venait de quitter les lieux. Les conditions de vie étaient épouvantables. Pour ne pas dormir dans l'eau, les hommes s'enroulaient dans leur toile de tente. Des copains revenaient en mauvais état, la gueule cassée, ou ne revenaient pas du tout. Côté français, quand nos ruraux arrivent dans les forts de toutes les contrées de France en août 14, ils sont persuadés que ça va durer l'été, qu'ils vont mettre une rapide pâtée aux boches. Ils arrivent dans les forts aménagés, il y a l'électricité, le chauffage, eau courante, ils mangent de la viande, ils boivent des bons coups. Ils n'ont pas conscience de la boucherie qui les attend. Dans le couloir du piquet de guerre, les soldats m'apparaissent. La tête dans les mains, leurs bardes accrochées, ils attendent l'ordre de partir au front. Un peu plus loin, autour d'un trou de marmite, j'ai trouvé aussi les objets personnels d'un groupe de soldats.
Est-ce qu'il se reposait, tapait le carton ou cassait la croûte quand l'obus est tombé? En tout cas, je les vois devant moi. Et malgré tout cela, il y a la vie. Sur l'arrière-front, les Allemands construisent des maisons où ils ont même pris soin de mettre des bacs à fleurs. Il y a des casinos, des bars, des théâtres. Chaque régiment a sa vaisselle siglée, ses chopes de bière. Il faut bien soutenir le moral des troupes. On trouve aussi des ruines de villages. Officiellement, 9 ont été déclarés morts pour la France, comme le village d'Orne avec son église décapitée. Partout des cicatrices, des blessures. Des trous d'impact de bombardement font même apparaître des visages sur les murs. Les enduits en train de se déliter où la mousse dessine des personnages. Je les vois. Ce n'est pas mon histoire et pourtant je ressens cette émotion. Cette prise de conscience que des hommes sont là. Les générations de mes arrière-grands-pères, de mes grands-pères et de mon père se sont battus là. Je réalise que j'appartiens à la première génération qui depuis un siècle n'a pas vécu de guerre ici. Ma génération et les suivantes, on est les premiers à vivre en paix, à rester dans l'innocence des enfants qui ne font que jouer à la guerre.